Bonjour à tous et bienvenue dans Choc du Monde, le magazine des crises et de la prospective internationale de TVL. Attention, danger. La puissance américaine semble en recul, Donald Trump est à la peine face à l'Iran ou sur le dossier ukrainien, mais pourtant moralement, idéologiquement, technologiquement, l'Amérique continue de se répandre. Des figures comme Elon Musk contribuent à définir notre avenir. Alors pour nous éclairer, nous avons avec nous en studio Alain de Benoît. Alain de Benoît, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir répondu présent une nouvelle fois à l'appel de Choc du Monde. Vous êtes philosophe, essayiste, chef de file de ce que l'on a appelé la Nouvelle Droite, une école de pensée. La revue Éléments, dont vous êtes le fondateur, vient de publier un hors-série, Les États-Unis, notre meilleur ennemi. Alors en disant cela, en disant que l'Amérique est notre meilleur ennemi, vous ne désignez pas l'ennemi, comme on le lit souvent dans vos colonnes, mais quand même presque. Était-il vraiment nécessaire de le rappeler ? Oui, je crois que c'était tout à fait nécessaire, ne serait-ce parce que la question des rapports des deux rives de l'Atlantique, savoir si entre l'Europe continentale et les États-Unis d'Amérique, la relation qui doit prévaloir est celle de solidarité ou celle de méfiance et parfois de refus. Je crois qu'il est important toujours d'intervenir parce que c'est une question permanente. Alors ça, c'est le 3e numéro hors série de la revue Éléments, avec toutes les signatures habituelles qu'on peut lire dans Éléments, sur les États-Unis, sur l'Amérique, sur l'américanisation, sur les rapports entre l'Europe et l'Amérique, qui se sont échelonnés dans la vie de la revue depuis 30 ou 40 ans, et puis d'autres, évidemment, beaucoup plus récents. Alors beaucoup plus récent, vous évoquez justement des noms qui sont ceux qui marquent la politique actuelle. Vous êtes assez critique dans ce numéro, vos chroniqueurs aussi, sur le retour, je cite, d'un occidentalisme aussi arrogant que bancal. On vous retrouve là où on ne vous attend pas toujours, mais j'avais envie de vous irriter un peu, Alain de Benoît. Alors je vous propose d'écouter pour cela... Irritez-moi. Exactement, l'influenceur Nick Fuentes. Écoutons-le. Let's dream a little bigger. Let's dream. If your dreams don't scare you, they aren't big enough. Rêvons un peu plus grand. Rêvons. Si vos rêves ne vous font pas peur, c'est qu'ils ne sont pas assez grands. Vous autres, vous voulez une république gentille et mignonne où on dit « ne touchez pas au Venezuela ». Ok, bande de socialistes de merde. On va jouer selon vos règles. Non, allez vous faire foutre. Allez vous faire foutre. On est un empire hémisphérique. On est énorme. On a la plus grande armée. On est un empire. Cette moitié de la planète nous appartient. Et tout ce qu'ils produisent, et tout ce qu'il y a dans le sol sous leurs pieds, c'est à nous. Parce qu'ils ne peuvent pas le défendre. C'est à nous, on n'a qu'à le prendre. On devrait y aller, installer un régime favorable. On devrait y aller et tout récolter pour notre économie, notre machine militaire, notre qualité de vie. Et ils nous remercieront. Et ils nous accueilleront avec reconnaissance. Et ils nous remercieront d'avoir apporté de l'activité économique, de la sécurité et de la stabilité à leurs nations arriérées. Voilà une vision derrière laquelle je peux me ranger. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, Nick Fuentes est un influenceur MAGA suivi par 1,3 million de personnes sur X qui trouvent souvent, très souvent, Donald Trump trop timoré. Alain de Benoît, est-ce cette tendance justement qui vous inquiète, celle que vous qualifiez d'occidentalisme aussi arrogant que bancal ? Alors je dirais que ce qu'on appelle aujourd'hui l'occidentalisme, c'est une nouvelle mouture de ce qu'on appelait avant l'atlantisme. C'est-à-dire l'idée que les États-Unis d'Amérique et l'Europe appartiennent finalement à un même ensemble civilisationnel, que tout ce qui les divise est une mauvaise chose et ce qui les rapproche en est une excellente. Avec implicitement l'idée que la mixture doit se faire au bénéfice exclusif des Américains. Maintenant, Nick Fuentes, vous savez, c'était un personnage extravagant, sorti tout droit, sinon d'un asile psychiatrique, du moins de la Commedia dell'arte, qui tient des discours enflammés, qui font paraître par rapport à eux les propos de Donald Trump comme parfaitement équilibrés et modérés.
Il n'y a pas grand commentaire à faire. Fuentes dit tout haut ce que beaucoup d'Américains pensent tout bas, c'est-à-dire que l'Amérique, c'est le pays béni des dieux, que tout ce qui est américain est supérieur à ce qui n'est pas américain. Sous-entendu également, tant que le monde ne sera pas américanisé, il sera incompréhensible. Voilà. Alors, je dirais que plus une rhétorique est enflammée, moins elle est crédible, et je n'irai pas plus loin sur M. Fuentes. On a souvent eu l'impression, en tout cas dans certains médias catalogués plutôt à gauche, les chroniqueurs s'inquiètent en fait que le wokisme a été vaincu aux États-Unis et puis peut-être aussi en Europe. L'élection de Donald Trump avait été basée là-dessus, sur la nécessité de vaincre le wokisme. Avez-vous l'impression que cette menace est aujourd'hui écartée ? Alors, d'une part, je n'ai pas du tout l'impression que cette menace soit écartée. Donald Trump, avec sa brutalité habituelle, a essayé de donner des coups de balai ici et là, mais il ne suffit pas de se débarrasser d'intellectuels que l'on n'aime pas pour les voir remplacés par des intellectuels que l'on aime. Parce que les intellectuels qui seraient susceptibles d'aimer M. Trump, on les cherche toujours avec une loupe attentive. D'autre part, je crois qu'on peut faire de l'anti-wokisme sans tomber dans l'excès inverse, c'est-à-dire un néo-macartisme. Le problème avec les gens de droite en Europe, c'est qu'ils aimeraient bien avoir un petit Trump qui fasse aussi en Europe quelques coups de balai, mais ça, ils n'ont pas besoin de se référer à Trump pour ça, il suffit qu'ils s'en donnent eux-mêmes les moyens. La grande question qui se pose par rapport à Trump, c'est pas de savoir si ici ou là il fait des choses qu'on trouve sympathiques, pourquoi pas, on peut en discuter, mais question de savoir quel est le regard qu'il porte sur nous. Est-ce qu'il nous considère comme des amis, comme des alliés, comme des adversaires, comme des ennemis ? Vous avez la réponse, visiblement. Tout donne à penser qu'il ne nous considère ni comme des amis, ni même comme des alliés, puisqu'à l'heure actuelle, il semble se débarrasser de tous ses alliés. Donc là, on est devant quelque chose de très intéressant et de très important, qui est de qualifier la politique internationale actuelle des États-Unis en défalquant la question des changements d'humeur, des virevoltes paranoïaques de Trump, etc. Or, ce que l'on voit, c'est ressurgir paradoxalement un élan qui était celui des néoconservateurs sous les présidents précédents. On avait l'impression, quand Trump est revenu au pouvoir, qu'on se dirigeait vers une politique internationale de type très isolationniste, ce qui correspond incontestablement au souhait de la majorité des électeurs de Trump et d'un homme comme le vice-président J.D. Vance, par exemple. Or, cette idée était encouragée par la prétention de Trump à dire « laissez-moi faire, vous allez voir, avec quelques coups de baguette magique, en quelques jours, quelques semaines, je vais mettre un terme à tous les conflits dans le monde et je serai titulaire comme Obama du prix Nobel de la paix, ce qui était une de ses obsessions du moment. Bon, le temps a passé et on s'aperçoit qu'il n'y a jamais eu autant de conflits, que Trump s'est empêtré dans des conflits dont il ne parvient plus à sortir et qui expliquent les montagnes russes dans lesquelles il nous a embarqués, où tantôt les Iraniens sont des braves types, on va faire un accord sympathique les gars, et puis le lendemain ce pays un peu trop basané, moi je le renvoie à l'âge de pierre. Tout ça est évidemment incohérent. Donc un retour de l'interventionnisme de type néoconservateur, mais avec une très grande nuance. C'est que les néoconservateurs enveloppaient cette politique impérialiste sous des prétextes, sous des motifs d'allure humanitaire et pacifiste. Ils allaient conquérir la moitié de la planète pour apporter le progrès, selon la Maison-Blanche, des idées politico-constitutionnelles valables pour la Terre entière et respectueuses des droits de l'homme. Ce qui est intéressant avec Donald Trump, qui se fiche éperdument des droits de l'homme et de ce genre de rhétorique, c'est que lui le fait ouvertement. De manière ouvertement. Les masques tombent. Les masques tombent. Et évidemment, c'est très intéressant. Vous avez un monsieur qui dit, tiens, le Groenland,
C'est comme au Monopoly. Groenland, j'achète. Hein. Nicaragua, il me plaît pas. Bon, ben, je vais destituer, je vais enlever, kidnapper un chef de l'État en exercice d'un pays souverain représenté à l'ONU. C'est pas grave. Et puis arrive là-dessus les Iraniens. Alors, qu'est-ce que c'est que ces gens-là? Il a jamais entendu parler de la civilisation iranienne, évidemment. Et l'Iran, c'est bizarre, il ne se comporte pas comme ce que voudrait Trump. Ce que veut Trump, c'est de ramener la politique au commerce, de dire ah bah la guerre, mais vive les guerres commerciales, hein, et de s'engager toujours plus en avant dans des deals, montrant que pour lui, l'exercice de la présidence, c'est du business. Hein. Le choix de son entourage, de ses négociateurs, de ses diplomates, le montre à foison. Alors c'est amusant que vous en reveniez au conflit passé, parce que vous écriviez en 1991, et vous êtes cité dans ce dernier numéro de la revue Éléments, dans ce dernier hors-série, vous écriviez en 91, au sortir donc du premier conflit d'Irak, je vous cite, « L'arrogance américaine ne va plus connaître de bornes ». Alors visiblement, vous avez eu quand même un peu raison, Alain de Benoît, Kosovo, Irak, Afghanistan, etc. L'hubris américaine s'est absolument déversée sur le monde, sur le Moyen-Orient en particulier. La question est de savoir... Vous l'avez évoqué à l'instant, l'Iran, si cette hubris s'est brisée sur l'Iran. Je vous propose à ce propos d'écouter le journaliste américain Tucker Carlson, qui n'est pas très optimiste. Ce qui se passe en Iran, c'est la fin de l'Empire américain tel que nous le comprenons. Et c'est triste. Bouh, l'Empire est en train de mourir. Mais ce n'est pas la fin des États-Unis. Ce n'est pas la fin de notre influence sur les autres nations et une influence positive, on l'espère. Ce n'est pas la fin de notre économie. C'est le début d'une période très difficile pour notre économie, bien sûr. Mais ce n'est absolument pas sa fin. Ce que nous faisons depuis probablement toute votre vie si vous avez moins de 80 ans, eh bien, ça ne fonctionne plus. Ça n'a en réalité pas aidé les États-Unis à long terme. Vos petits-enfants, à ce stade, n'ont plus la promesse d'une vie meilleure que la vôtre. Donc ce n'est pas vraiment une expérience réussie. Et maintenant, ça s'arrête parce que nous avons atteint les limites de notre pouvoir démontré. Nous ne pouvons pas rouvrir le détroit d'Ormuz. Le président des États-Unis l'a dit hier soir. Que quelqu'un d'autre le fasse. Donc, c'est fini pour nous. Ça va. Ça devait forcément se terminer un jour. Espérons que nous pourrons en sortir sans échange nucléaire. Mais maintenant, ça se termine. Et il y aura beaucoup de souffrance et de tristesse à cause de cette fin, mais il y aura aussi il y a déjà une énorme promesse. There's going to be a lot of suffering and sadness as a result of that end, but there is an awful lot of promise. Alors, ce serait fini pour l'Empire américain, mais Tucker Carlson pense que l'avenir sera quand même radieux. Ils ont du mal à se départir de cette intention originelle, on a l'impression que ça fait partie de l'héritage américain. Ça fait partie de l'héritage du protestantisme puritain, c'est-à-dire que l'homme est sur terre et va connaître bien des tribulations, mais à la fin, les gentils triomphent et les méchants sont éliminés. C'est une vision très très simple, mais qui explique l'incorrigible optimisme américain qui aujourd'hui s'appuie très souvent sur la technologie. Grâce à la technique, on va écraser tout le monde, etc. Les États-Unis, leur arrogance s'est effectivement montrée à l'extrême dans les années qui ont suivi l'article que j'ai publié, c'était il y a 25 ans. Peut-être. Les années 90 donc. Mais vous remarquerez que les États-Unis, qui sont la première puissance militaire du monde, n'ont gagné pratiquement aucune guerre depuis 1945. Sûr. C'est là-dessus qu'il faut s'interroger. Pourquoi ? Pour deux raisons. La première, c'est qu'ils pensent que la guerre, c'est la technique qui permet de l'emporter. Au moment du Vietnam, c'était évident que la machine de guerre américaine, formidable de puissance, allait écrabouiller ces pauvres paysans du Viet Cong, là, qui cheminaient dans des tunnels comme des fourmis. On a vu comment ça s'est terminé. Et ça a toujours été comme ça. La deuxième raison, c'est que les États-Unis ont des objectifs tactiques et jamais d'objectifs stratégiques. Quelle est la différence ? Les objectifs tactiques, c'est les moyens qu'on met en œuvre en fonction de la stratégie qu'on a déterminée. Bien sûr. Dans le cas des États-Unis, ces objectifs tactiques se résument à des programmes de frappe. Où est-ce qu'on va bombarder pour que ça fasse plus, moins mal à l'ennemi ? Et à la fin, on aura gagné. Non, on n'a pas gagné. Parce que quand on fait la guerre, il faut avoir une idée de la sortie de guerre. Et cette sortie de guerre ne peut être que politique ou diplomatique, ce que les Américains n'ont jamais compris.
D'autant plus que Trump déteste les ambassadeurs. Ceux qu'il a nommés n'ont aucune qualité d'ambassadeur, ce sont des généreux donateurs qu'on a récompensés en leur donnant une ambassade. Donc tout ça lui est parfaitement étranger. On en revient donc au commerce, mais aussi, comment dire, vous écrivez dans la revue Éléments que les Américains n'ont jamais cessé d'affirmer une présomption permanente de supériorité morale. C'est la prétention à l'universalisme américain, vous l'avez dit à l'instant, mais vous disiez aussi en 1991 que l'Europe est, je vous cite, hypnotisée. Sommes-nous toujours 30 ans après hypnotisés ? Nous ne sommes pas hypnotisés, mais nous ne sommes pas non plus immunisés contre le mode de vie américain. L'imaginaire de toutes les générations vivantes aujourd'hui a été en très grande partie façonné par le cinéma américain, le vocabulaire américain, la langue américaine, les modes américaines. D'ailleurs, regardez jusqu'à maintenant, toutes les modes idéologiques qui sont arrivées en Europe viennent toujours des États-Unis, viennent jamais de l'Est. La théorie du genre, le wokisme, la campagne MeToo, le néo-féminisme, les délires de la culture cancel, etc. Donc là, nous ne sommes que très imparfaitement immunisés. Et c'est évidemment ce soft power qu'utilisent les États-Unis. Maintenant, pour en revenir un instant à l'Iran, je voulais dire que dans cette suite de guerre, la guerre contre l'Iran a été d'une imbécilité, il n'y a pas d'autre terme, totale. Dénoncée comme telle aux États-Unis par certaines personnalités, par une grande partie du Pentagone, car cette guerre, personne n'en veut aux États-Unis. Et surtout pas l'électorat de Trump. D'autre part, Trump va avoir les élections de midterms dans très peu de temps, et il va se trouver forcément sanctionné là-dessus. Bien sûr. En Iran, qu'est-ce qu'il peut faire ? Il peut, comme ça lui prend un jour sur deux, dire bon, on va taper sur l'Iran. Allez, on leur fait une petite piqûre de rappel, on va taper sur ces gens-là, et puis ils vont se soumettre. Et pas de chance, les Iraniens ne se soumettent pas. C'est un peu une tradition dans leur histoire. C'est pas des gens qui se soumettent. Ça, c'est très très bizarre pour Trump, qui pense que ça serait leur intérêt matériel, financier, de se soumettre. Il a mis 300 milliards de dollars sur la table. Les Iraniens ne raisonnent pas comme ça. Ils découvrent, après bien d'autres Américains, que les différents peuples de la Terre ne raisonnent pas forcément comme le négociant new-yorkais. Donc c'est très désagréable. Alors pourquoi est-ce qu'il s'est livré dans cette guerre ? On a l'impression que les Israéliens ont poussé dans ce sens-là. Les Israéliens, eux, veulent détruire l'Iran, le fragmenter et faire qu'il n'y ait plus de menaces iraniennes, entre guillemets, et donc de faire disparaître l'Iran. Mais ça n'était pas le but de Trump. Trump, quand il a bombardé l'Iran, c'était pour les amener à se soumettre à un accord. Et c'est à ce moment-là que ce monsieur, qui est familier des terrains de golf, mais qui ignore tout du golfe Persique, s'est aperçu qu'il y avait quelque chose qui s'appelait le détroit d'Ormuz. Et que c'était une menace terrible. Presque nucléaire. C'est-à-dire que les Iraniens peuvent bloquer le détroit d'Ormuz ou peuvent menacer de le bloquer, ce qui est très dissuasif vis-à-vis des compagnies d'assurance qui assurent les pétroliers, etc., etc. Et surtout que ça entraîne des conséquences fort graves pour l'économie mondiale, puisque une partie du trafic de marchandises, et notamment de pétrole, transite par ce détroit. Ce à quoi s'ajoute le blocage éventuel du détroit de Bab el-Mandeb par les Houthis, ce qui renforce encore la chose. En réalité, les buts de guerre ont sans cesse varié dans un premier temps. Trump disait « on va aider le peuple américain, on va aider le peuple iranien ». Le peuple iranien, il n'a pas beaucoup vu d'aide arriver, il a vu surtout des bombes, des missiles et des drones qui massacraient une partie de sa population. Après, il était question de dire qu'il faut que les Iraniens renoncent définitivement à l'arme nucléaire.
Bon, ça c'est un vieux loup de mer depuis 40 ans. Dans 3 mois, les Iraniens auront l'arme nucléaire. Ce qui est au fond assez ridicule, parce qu'à supposer que les Iraniens aient demain l'arme nucléaire, on ne voit pas très bien contre qui ils pourraient l'employer. Certainement pas, en tout cas, contre Israël, qui dispose d'un stock militaire atomique considérable, dont il n'a jamais reconnu l'existence officiellement, mais c'est le secret de Polichinelle. C'est-à-dire que si Téhéran envoyait une bombe atomique sur Tel Aviv, dans les 5 minutes qui suivent, l'Iran est vitrifié. Donc ça n'a ni queue ni tête. Maintenant, il s'agit d'obliger les Iraniens à revenir à la table de négociation. Négociations, ils y sont allés, seuls ou par l'intermédiaire du Pakistan. Ils ont signé un accord à Versailles, historique, dans le beau décor de Versailles, avec M. Macron, pour le porter sur les fonds baptismaux. Et Trump, il l'a déchiré, parce qu'il a réalisé que cet accord ne lui était pas assez favorable. Les Iraniens ont eu beau jeu, évidemment, de dire M. Trump ne tient pas ses engagements, il ne les a pas tenus, on ne voit pas pourquoi on le croirait désormais. Donc on arrive dans cette situation bloquée qui peut durer 1 mois, 2 mois, 3 mois, ou alors Netanyahou convainc Trump de descendre au sol, d'envoyer une armée au sol, et à ce moment-là, c'est l'enlisement du type Irak ou Vietnam, c'est-à-dire tout ce que Trump a déclaré ne vouloir jamais faire. Donc là, il est dans la seringue, si vous voulez. Si on fait le bilan de ces 2 années de Donald Trump, vous direz que ça se résume à un échec ? Ça serait un peu trop facile. Oui, il y a beaucoup d'échecs. Mais le caractère tellement particulier du personnage amène à dire qu'il a été aussi un électrochoc. Et que cet électrochoc peut être utile, malgré lui ou contre lui. Il ne faut pas perdre de vue que nous sommes actuellement en pleine recomposition de l'ordre international. On est au milieu d'une période de transition où l'ancien ordre international a disparu et où le nouvel ordre international se cherche par l'intermédiaire des BRICS, la montée de la Chine, l'effondrement progressif des États-Unis, qui reste néanmoins une très grande puissance. Ce qui est frappant, c'est la perte des alliés. La perte des alliés pour Trump, c'est pas seulement une perte, c'est aussi un abandon volontaire. Les Européens, il ne veut plus des Européens comme alliés. Et les Européens ont beaucoup de mal à comprendre que si demain ils sont engagés sur un front militaire, l'aide de l'OTAN, de l'Amérique et des États-Unis, ils n'y auront probablement pas droit. C'est quelque chose qui était évident pour certains depuis des dizaines d'années, mais qu'ils sont obligés de reconnaître à reculons à l'heure actuelle. Regardez maintenant les alliés du Golfe. Tous ces petits pays, ces petits émirats bien sympathiques qui voulaient donner au monde l'image du luxe, du grand luxe, de la sécurité, d'une architecture extraordinaire, novatrice, etc., et qui ont tous accepté ou voulu la présence de bases américaines sur leur territoire en se disant « avec ça, on est à l'abri ». Non seulement ils ne sont pas à l'abri, mais ça les fait désigner comme cible prioritaire pour les frappes iraniennes en représailles des frappes américaines sur l'Iran. Donc les alliés se posent beaucoup de questions. Et ça, c'est pas fini. Et puis alors, il y a Israël. Israël, c'est un cas particulier. Les intérêts américains et les intérêts israéliens ont toujours été intrinsèquement mêlés, entremêlés, à tel point que parfois certains ont pu se demander si ceux qui dirigeaient les autres étaient bien ceux qu'on croyait ou non. Ça commence à se rompre doucement. Et ça, c'est un événement à portée historique. D'une part... Pour vous, la querelle de personnes potentielle entre Trump et Netanyahou, qui est quand même relative, ce que je vois, pourrait avoir des... Oui, ce que je vois, c'est que la cote de l'État d'Israël est en train de s'effondrer aux États-Unis, ce qui était impensable il y a encore 5 ans. Et, point important, qu'elle est en train de s'effondrer également au sein de la communauté juive, qui commence à penser que le diasporisme vaut mieux que le sionisme suprémaciste de Netanyahou. Tucker Carlson, que vous citiez, a
vivement réagi contre cette alliance. Beaucoup de gens maintenant aux États-Unis se disent mais pourquoi est-ce qu'on doit payer toujours et donner à Israël des sommes qui n'ont jamais été données à tout autre pays. Et Trump, mais surtout Vance, J.D. Vance, ont fait des remarques très hostiles à Israël et à Netanyahou il n'y a pas encore si longtemps, ce qui encore une fois était impensable à 5 ans. Et si l'on voit bien que Israël, qui ces dernières années a déclaré la guerre tous azimuts, à Gaza, en Cisjordanie, en Irak, en Syrie, au Liban, au Yémen et ailleurs, il y a un potentiel de haine accumulé dont il serait très étrange qu'il n'y ait pas des conséquences très, très dures et très difficiles pour Israël. Je pense qu'on peut être pessimiste, je dis ça avec prudence bien sûr, sur l'avenir de l'État d'Israël à 1 ou 2 ans. À 1 ou 2 ans, et sur évidemment l'alliance avec les États-Unis, mais cela dépendra bien entendu de Trump. Nous avons évoqué avec Tucker Carlson, mais aussi avec le premier, avec Nick Fuentes, les promesses de l'avenir américain. Il y a une figure évidemment qui compte parmi les tech lords, comme on dit, les géants du numérique, enfin les seigneurs du numérique. Il y a une figure qui compte tout particulièrement, c'est Elon Musk. Et je voulais vous faire aussi écouter Elon Musk parce qu'on le lit sur X, sur Twitter, donc, enfin l'ancien Twitter. Il a une influence grandissante. Je vous propose d'écouter ce qu'il a à dire sur l'avenir en fait, de l'humanité. Je pense que l'IA pourrait dépasser la somme de l'intelligence humaine dans environ 5 ans. Dans 5 ans, Environ 5 ans, c'est mon estimation. Donc il n'y aura vraiment plus rien que l'IA ne puisse faire mieux que les humains, à part être humain, peut-être. à un niveau plus prosaïque, à quoi ressemblera la vie ? Le résultat le plus probable est une ère d'abondance extraordinaire où n'importe qui pourra avoir tout ce qu'il peut imaginer. Ça peut paraître absurde, mais bon, nous sommes en 2026. Voyons où nous en serons en 2036. Bien sûr, il y a des choses qui pourraient faire dérailler ça, comme une guerre thermonucléaire mondiale massive ou quelque chose de ce genre. Mais en supposant qu'il n'y ait pas de troisième guerre mondiale, je pense que nous nous dirigeons vers une ère d'abondance extraordinaire. Donc c'est, je suppose, un message d'optimisme et d'enthousiasme pour l'avenir. Vous êtes sûr que les humains ne seront plus aux commandes dans 10 ans ? Je pense que c'est peu probable. Alors c'est le scénario d'une ère d'abondance extraordinaire, bien sûr, mais aussi de perte de pouvoir, ou en tout cas de commande des êtres humains à l'horizon de 10 ans. On a l'impression que maintenant le rêve américain tient à cette promesse-là. Le rêve américain a trouvé au cours de l'histoire diverses incarnations, depuis l'époque de la destinée américaine, de la doctrine Monroe, etc., jusqu'à maintenant. C'est un rêve continu. Mais Elon Musk est un personnage très intéressant d'ailleurs, qu'il faut un peu situer, juste en 2 mots. Il a été très lié à Trump, puis il a pris ses distances vis-à-vis de Trump. Il ne faut pas du tout l'analyser au rapport avec la politique de Trump. Je pense que c'est autre chose. Il y a un côté très sympathique, évidemment, c'est que sur X, notamment, il prend au sérieux la liberté d'expression garantie aux États-Unis, comme chacun sait, par le premier amendement, mais pas garantie du tout dans les pays européens. Et par conséquent, certains de ses propos, on est content de les lire, sans savoir si ça aura vraiment un effet, mais le fait est là. Deuxièmement, c'est le monsieur qui, paraît-il, est maintenant le plus riche du monde. Alors c'est amusant parce que l'homme le plus riche du monde, maintenant, il est dénoncé comme un fasciste. On est en 2026, l'homme le plus riche du monde, c'est un fasciste. On se dit, mais on vit dans quel monde, quoi, à l'heure actuelle. Et enfin, dans l'extrait que vous venez de donner, on se trouve devant un personnage qui nous dit, dans 10, 15, 20 ans, les machines raisonneront beaucoup mieux que nous. C'est elles qui seront à la manœuvre. Le grand remplacement réel, qui est le grand remplacement de l'homme par la machine, sera achevé. Et finalement, c'est très bien parce qu'on rentrera dans une ère d'abondance. Encore qu'il parle d'une guerre thermonucléaire, mais bon, je sais pas. C'est toujours la même idée. On va vers un monde tellement épatant qu'il n'y aura plus de conflits. Il n'y aura plus la diversité
d'intérêts, d'opinions qui entraînent une montée aux extrêmes, parfois, propre de vers un l'humanité. conflit ou vers une guerre, on va vers l'abondance. Ce qui me gêne beaucoup, chez des gens comme Elon Musk et beaucoup d'autres, dans la galaxie des lumières sombres et tous ces Yarvin, Thiel, etc., c'est qu'on a l'impression qu'ils sont vraiment les représentants de leur génération américaine, en ceci qu'ils ont été nourris, biberonnés par la science-fiction, les mangas et les films du type La Guerre des Étoiles. D'ailleurs, quand vous regardez Elon Musk, il a l'air de sortir de La Guerre des Étoiles. Ces gens-là ont un imaginaire symbolique qui n'a pas du tout été façonné comme celui des Européens. Et c'est là où on ferme la boucle, peut-être par rapport au numéro hors série d'Éléments, c'est-à-dire l'idée fondamentale que les intérêts américains et les intérêts européens ne coïncident pas, ne peuvent pas coïncider pour des raisons géopolitiques. Les États-Unis, c'est la grande puissance de la mer, l'Europe continentale, c'est la grande puissance de la terre, et leurs intérêts sont géopolitiquement totalement divergents. Mais pour des questions d'imaginaire, dites-vous. Oui, absolument. L'imaginaire joue un grand rôle dans la vie des sociétés. L'imaginaire joue un grand rôle, et bien ce sera le mot de la fin. Alain de Benoît, merci beaucoup d'avoir une nouvelle fois répondu présent à l'appel de Choc du Monde. Je rappelle que la revue Éléments que vous avez fondée vient de publier un nouveau hors-série, Les États-Unis de l'oncle Sam au phénomène Trump, notre meilleur ennemi. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode de Choc du Monde. Surtout, n'oubliez pas de le commenter et de le partager, et bien sûr de vous abonner à TVL. Merci à tous et bonne soirée. Et merci à tous également.